Tout cela appelle les grandes puissances à revoir leur posture. Et elles sont dans une posture de rivalité. Maintenant, parlons de la rivalité entre les grandes puissances. Cette rivalité, elle est géostratégique, géopolitique et géoéconomique. Vous rappellerez, j'ai mis la photo de Joe Biden parce que c'est lui qui est venu ici négocier ou renégocier en fait ces contrats-là. C'est lui qui est venu relancer les choses, remettre les trains sur les rails. Joe Biden a laissé la place à Donald Trump et aujourd'hui, les pourparlers se sont poursuivis et la gestion continue. Alors, quand on parle des rivalités géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'intérêts divergents qui relèvent de la stratégie d'influence des grandes puissances. Il s'agit aussi, cette rivalité est un instrument diplomatique. En réalité, ce n'est pas une rivalité pour s'entretuer, non, c'est une rivalité pour dominer, pour que les uns dominent les autres. C'est pour avoir un positionnement stratégique au niveau de l'Afrique. Ces corridors, c'est donc un terrain d'affrontement logistique et idéologique. C'est un domaine de souveraineté économique des États. Alors, ici, on va d'abord voir la position stratégique du corridor de Lobito. On va voir la domination historique de la Chine dans les corridors africains. On va voir les partenariats globaux mis en place par les États-Unis et par l'Union européenne, ainsi que les conséquences de tout cela dans les relations internationales. Alors, quand on parle de position stratégique du corridor de Lobito, il faut dire que ce corridor est une connexion directe entre l'Atlantique et l'intérieur du continent. C'est important de le savoir. C'est une alternative au corridor traditionnel dominé par la Chine. Mais aussi, la position stratégique du corridor de Lobito permet aux États qui l'exploitent de bénéficier d'une réduction de coûts logistiques et des délais logistiques. C'est une opportunité de revaloriser la plateforme d'intégration régionale. C'est donc un enjeu stratégique mondial pour les matières premières et critiques. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que le corridor de Lobito est une porte d'entrée atlantique stratégique qui assure le désenclavement des zones minières, qui permet d'écheminer ou d'acheminer les matières premières vers un port rénové en Angola qui traverse tout le pays de bout en bout. Et c'est un tronçon qui est même prolongé jusqu'en RDC, mais aussi pour la réduction des délais écologistiques. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de distances, moins de formalités douanières, moins d'obligations portuaires. Il y a une fluidité des exportations. Alors, le corridor de Lobito se révèle aujourd'hui être une base pour le développement d'un hub logistique régional qui favorise la création des zones économiques spéciales, des parcs industriels et aussi qui permet d'exploiter le potentiel de nos chaînes de valeur locales dans les secteurs miniers, manufacturiers et industriels. Alors, si vous connaissez AGL, c'est un géant de la logistique au niveau mondial, je dirais, mais au niveau africain particulièrement, qui, lui, a franchi une étape importante en recevant déjà les cargos au port de Lobito. Donc, AGL est en train, a eu la concession, c'est un contrat administratif que l'État lui a accordé pour gérer, en fait, le port de Lobito. Donc, il faut garder présent à l'esprit que AGL est vraiment important dans la structure du port de Lobito. Et je vous ai dit que ce corridor est une alternative au corridor traditionnel dominé par la Chine. Si vous avez déjà entendu parler des BRI, c'est Belt and Road Initiative. La Chine a conçu un plan de dominer le monde entier à travers une ceinture des routes de soie. Donc, aujourd'hui, le corridor de Lobito vient assurer le rééquilibrage géostratégique en Afrique australe. Je vous ai dit, face au corridor de Tanzanie,
et au corridor de Mozambique et au corridor de l'Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, il y a un appui occidental du corridor de Lobito via le partenariat global d'infrastructures et d'investissement et le Global Gateway. Je vous ai dit que les autorités ont signé des protocoles d'accord récemment. Ces protocoles viennent renforcer en fait leur appui au corridor de Lobito. Mais aussi, on ne va pas se leurrer, ces corridors-là facilitent vraiment, réduisent la dépendance de la logistique et est un levier pour la souveraineté non seulement régionale, non seulement nationale de différents États, mais aussi de l'Afrique en général. Alors, quand on parle de la réduction des coûts logistiques, je vous ai dit, un premier cargo, une première cargaison n'avait fait que 8 jours pour quitter Kolwezi et atteindre Lobito. Donc, vous voyez que le trajet devient court, la logistique et les formalités douanières deviennent simplifiées et fluides. Mais maintenant, est-ce que cela suffit? Non, parce que nous avons aussi un autre cadre qui vient renforcer les corridors de Lobito, ce sont les organisations régionales, les cadres de la SADC, de la ZLECAf et du COMESA. Pourquoi? Parce que Lobito est un projet interétatique structurant et qui ne peut pas contredire les autres projets régionaux qui existent, notamment qui sont portés par les organisations sous-régionales et régionales. Donc, le corridor vient lui aussi appuyer le commerce interafricain dans les cadres de la ZLECAf, du COMESA et de la SADC. Alors, vous voyez ces gens-là, ces messieurs-là, vous voyez tous les présidents des pays concernés, ils sont là, pourquoi? Parce qu'ils doivent assurer la standardisation et l'harmonisation des politiques. Ils doivent développer des chaînes de valeur en prenant des décisions fermes sur les opportunités qu'il faut mettre dans les cadres des zones économiques spéciales, mais aussi dans les cadres d'une production plus compétitive et plus intégrée. Sans les cutis politiques, il n'y a pas validation. Et aussi, c'est pour stimuler les investissements publics-privés au niveau de la région. Vous savez que quand c'est l'État qui dit, quand c'est l'État qui donne l'ordre, mais les investisseurs se sentent sécurisés parce qu'ils ont là un cadre qui permet de sécuriser aussi leurs investissements. Les investissements ne sont pas seulement financiers, les investissements, c'est aussi matériel, les investissements, c'est aussi humain. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'argent peut décider de s'installer quelque part, mais si la sécurité ne répond pas, cette personne peut décamper. Et c'est valable pour tous. Alors, le corridor est un enjeu stratégique mondial pour les matières critiques. Je vous ai dit, il y a des questions qui se posent en ce qui concerne les matières critiques. De quoi s'agit-il? Il y a par exemple, qu'est-ce qu'une matière première critique? Pourquoi ces matières sont-elles qualifiées de critiques? Quels sont les principaux pays producteurs de ces matières critiques? Et puis, quelle est la politique africaine à l'égard des matières premières critiques? Et quels sont les enjeux aux matières critiques en RDC et ces enjeux-là en Afrique? Donc, il y a la question qui se pose sur ces matières critiques. Alors, les indicateurs, les chiffres clés en termes d'indicateurs, c'est que la RDC, par exemple, en 2023, a produit 2,84 millions de tonnes pour une année seulement de cuivre. Donc, pour la production de cuivre, à elle seule, la RDC en 2023 a produit 2,84 millions de tonnes. Deuxième producteur mondial du cuivre. Et vous voyez qu'il faut mettre en place tout ce cadre que nous venons d'évoquer, effectivement, pour garantir à chaque partie prenante de son intérêt à investir ou pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas trouver tout ça pertinent et se retirer des accords. On sait bien que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt à défendre et à préserver. Alors, par exemple, la valeur d'exportation de cuivre en 2022, c'est près de 18 milliards de dollars. Vous voyez, ce sont les chiffres qui sont à jour, hein, jusqu'en 2022. Je n'ai pas eu les autres chiffres à jour jusqu'en 2025. Certainement, les institutions statistiques sont en train d'y travailler. Alors, quand on parle, par exemple, de cobalt, vous voyez ce tableau, il y a une source qui indique que la RDC à elle seule détient 3,6 millions de tonnes de cobalt l'an, soit presque la moitié des réserves de cobalt au monde. C'est un grand potentiel. Et pour cela, la Chine et les États-Unis sont conscients
et investissent. Vous pensez que c'est anodin que les États-Unis et la Chine mettent autant d'argent pour financer des corridors? Non, ils savent que ça produit beaucoup d'argent et ça permet de stabiliser leurs économies respectives. Alors, ici, on va voir la rivalité, la Chine, la domination de la Chine. S'il faut qu'on parle finalement de la domination de la Chine, voici un extrait de corridors orientés vers l'océan Indien qui desservent la Chine. Je vous ai parlé des BRI, Belt and Road Initiative. C'est une ceinture, comme je vous disais, financée par la Chine, construite par la Chine pour dominer, avoir une présence sur les ports, les chemins de fer, les routes, les hubs logistiques. Donc, en Tanzanie, il y a un corridor qu'on appelle Tanzam. Il y a un autre corridor à Mombasa, entre Mombasa, Nairobi et Kampala. Et il y a un autre port stratégique à Djibouti, à Beira, au Mozambique et à Lamu, au Kenya, où il y a une forte présence de la Chine dans l'exportation des minéraux stratégiques. Donc, comprenez que si vous commencez, par exemple, votre périple ici à Kolwezi, vous voyez là, à Kolwezi, il faudrait aujourd'hui, sans l'alternative du corridor de Lobito qui est censé passer ici, la Chine, elle, prend les minéraux stratégiques et traverse non seulement la Namibie, non, pas la Namibie, non seulement le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, mais elle traverse aussi tout l'océan Indien. Et je vous montrerai une carte beaucoup plus explicite qui aborde ça. Allons-y, c'est ça. Dans cette carte, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle Belt Road Initiative. C'est une ceinture. Vous voyez vous-même que la Chine est ici. La Chine a construit des routes terrestres pour arriver partout en Asie. Regardez ici, ce sont les routes qui traversent toute l'Asie jusqu'en Europe, passant par Turquie, qui rentrent jusqu'en France et jusqu'au Portugal, en Espagne. Ça, tout ce qui est en bleu ici, ce sont les routes qui sont au niveau de la terre, les routes terrestres. Mais au niveau, la couleur rougeâtre ici, c'est les routings maritimes. Ça veut dire que la Chine traverse pratiquement tous les continents, là, vous voyez, pour aller imposer son soft power. Et c'est ainsi que les projets quinquennaux de la Chine sur la gestion des ports, sur son soft power est conçu. Alors, je vais revenir maintenant ici. Voici les investissements que la Chine a consentis pour les différents chemins de fer ou pour les différents projets de construction. Alors, par exemple, en Tanzanie, la Chine a décaissé près de 500 millions de dollars pour réhabiliter la ligne qui relie Dar es Salaam à Kapiri. C'est ce qu'on appelle le chemin de fer Tazara. Pour le port de Dar es Salaam, quel est l'intérêt de la Chine à décaisser 421 millions afin de moderniser ses ports? Ce n'est pas anodin. C'est ça l'intérêt des PPP. Pour, par exemple, la zone économique spéciale de Kigali au Rwanda, la Chine a déboursé 300 millions de dollars pour développer une zone industrielle et stimuler la production locale. Vous voyez les investissements que les grandes puissances mettent sur la table des négociations. Mais regardez aussi, un autre point, et qui n'est pas le moindre, par ces investissements massifs, la Chine contrôle indirectement les États en leur octroyant des dettes et en envoyant des entreprises chinoises exécuter tous les projets au nom de la Chine, avec les États concernés. Regardez ici, au vert,
les verts que vous voyez là, ici au vert, tout ça, ce sont les prêts accordés par la Banque africaine de développement entre 2000 et 2022. Tout ce que vous voyez en bleu moins foncé ici, ça, ce sont les prêts accordés par la Banque mondiale. Et en bleu foncé là, qui monte là et descend, ce sont les prêts, des prêts de 35 milliards, oui, accordés par la Chine aux différents partenaires étatiques pour réaliser des projets d'intérêt général. Donc, la majorité de ces travaux, comme je vous ai dit, sont déjà confiés à des entreprises chinoises et les pays hôtes s'endettent, consentent des partenariats publics-privés et acceptent les conditions que la diplomatie économique chinoise met sur la table des négociations. Ils n'ont pas de choix, ils ne peuvent qu'accepter. Et si je vous parlais de la stratégie du soft power chinois, alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, pour mieux dominer, il faut se faire connaître. Ça veut dire, on doit nous connaître. On doit imposer notre manière de vivre, notre façon de voir les choses, notre vision globale des choses. Alors, il y a un plan quinquennal en Chine qui va de 2021 en 2025, qui est en réalité un cadre qui met en place un cadre de connectivité des 6 corridors, des 6 routes dans plusieurs pays et ports, pour faire avancer la construction des nouvelles routes de la soie. Je vous ai parlé de la ceinture. Il y a un plan quinquennal qui a été conçu en Chine pour assurer la présence chinoise dans le monde entier à travers les relais ou les institutions l'institution de cette ceinture-là, qui permet en fait à la Chine de diffuser le mode de vie chinois et sa culture. C'est du soft power. Je veux dire, on ne vient pas vous faire la guerre pour vous dominer, on vient s'imposer sur vous dans un contexte purement socio-économique. Vous acceptez cela avec le temps et désormais, vous vivez avec ça. C'est bien pensé. Vous connaissez bien Sun Tzu, qui est un grand stratège qui a écrit sur l'art de la guerre. La guerre, elle est loin. Avant d'être militaire, elle est d'abord diplomatique, elle est d'abord sociale, elle est d'abord économique. Donc, il faut bien savoir. Alors, tous ces points que vous voyez là en noir, par exemple ici, un point noir ici, les points noirs ici, ce ne sont pas des points hasardeux, c'est des localisations en Chine qui constituent des projets portuaires financés et développés par les gouvernements chinois. Donc, tout ça ici, Lobito, à Namibie, à Mombasa, tout ça, tout ce que vous voyez en noir là, ce sont des projets portuaires financés et développés par les gouvernements chinois et gérés même par les gouvernements chinois. Tout ce que vous voyez en rouge là, tout ça, c'est rouge là, tout ce que vous voyez en rouge, c'est des centres d'escale maritime. Tout ça en rouge, c'est des centres d'escale maritime. Donc, quand les bateaux quittent un endroit vers un autre, ils doivent s'approvisionner en carburant, je ne sais pas moi, ils doivent déposer certaines choses, ils doivent recharger ou charger des choses. Il y a des points stratégiques comme ça où les bateaux s'arrêtent à travers l'Afrique et à travers le monde. Là, c'est juste l'Afrique, mais à travers le monde où il y a la présence chinoise et ils font les transactions ponctuelles.